Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le thème séparation parentale, comment maintenir le bien-être des enfants malgré ce contexte déstabilisant et douloureux. Je me présente, je suis Maya Deleu, je suis coach parental et cofondatrice de SOS Parents in Distress. Ensemble avec mon conjoint Manu, nous accompagnons des parents qui ont des difficultés liées à l'éducation de leurs enfants. Alors, avant de commencer, petite parenthèse, le français n'est pas ma langue maternelle, ma langue d'origine, donc je me suis installée en France il y a longtemps, mais voilà, parfois je construis mal une phrase, c'est quelque chose qui me gêne, mais voilà, maintenant au moins vous aurez compris pourquoi. Hem, OK, donc nous ne sommes pas juste des parents qui ont eu envie d'aider d'autres parents. Hem, je suis enseignante éducation civique à la base, et Manu est éducateur spécialisé. Mais nous sommes surtout également assistants familiaux. Donc nous accueillons, depuis 15 ans maintenant, des enfants placés, 6 enfants en moyenne et nous avons aussi nous-mêmes 2 enfants. Donc nous vivons et travaillons quotidiennement, avec des enfants. Notamment des enfants en souffrance, souvent avec des troubles de comportement. Donc notre vie familiale ainsi que notre vie professionnelle est remplie d'enfants de tout âge. Mais on a eu envie de mettre notre expérience au profit, de ne pas seulement aider les enfants, mais aussi leurs parents. Parce que c'est quand même vous, les parents, qui aidez vos enfants au quotidien, vous qui devez remplir cette tâche, parfois bien difficile. Alors donc on s'est formés pour devenir coach et donc nous avons élaboré des programmes d'aide, pour les parents en difficulté et donc nous avons fondé SOS Parents in Distress. Alors on peut aider les parents concernant différentes problématiques, mais on se concentre surtout sur les parents séparés. Alors pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'il y a un réel besoin d'accompagnement pour les parents qui se séparent, mais aussi pour leurs enfants. Parce que la souffrance est importante, et l'enjeu aussi, hein, l'avenir et le bien-être des enfants, et leurs parents. Alors donc on s'est plongé dans cette problématique, on s'est beaucoup documenté et quand on a interviewé des parents qui étaient en train de se séparer, on a remarqué une chose importante, c'est probablement le problème clé dans cette situation, c'est ça: «Je n'ai pas la tête à ça». Alors lors d'une séparation, les parents sont souvent bouleversés, émotifs, ils ont plein de problèmes à régler, une tonne de choses à gérer et ils pensent: «Comment je peux encore, en plus et en premier m'occuper de l'impact de la séparation sur mes enfants? Ce n'est pas possible. Je ne suis pas prêt, ou prête, pas maintenant». En plus, les parents sont seuls maintenant. Il y a plus le couple, dans un couple, on partage. On partage les tâches, on partage aussi les inquiétudes, les problèmes émotionnels. Donc à présent, le parent est seul face à de multiples problèmes et tâches supplémentaires. Alors donc mettre tout cela sur un deuxième plan pour s'occuper de l'impact de la séparation sur vos enfants, c'est extrêmement difficile, voire même impossible pour certains. Alors, vous vous dites peut-être que oui, mais chercher un nouveau logement, chercher une nounou ou une place à la crèche, négocier des horaires avec mon employeur, me battre pour avoir, la garde, tout ça, ce sont des choses que je fais pour mes enfants et ce sont des choses qui vous préoccupent, qui prennent beaucoup de temps et d'énergie et c'est vrai, tout à fait, mais vos enfants ont besoin de vous plus que jamais, de votre écoute, de votre disponibilité émotionnelle. Ils ont besoin d'être rassurés en permanence, on en parlera plus tard, heu et ils ont besoin aussi de passer des bons moments et de voir que leurs parents vont bien et arrivent à gérer et comme ça, voilà, comme ça ils savent que leurs parents, continueront de s'occuper bien d'eux aussi, tous les 2 si possible. Alors il faut savoir qu'une séparation, selon des études, est la deuxième plus grande source de stress dans une vie, après le décès d'un enfant ou du conjoint, donc c'est énorme.
Si vous pensez et dites que vous n'avez pas la tête à ça, que ce n'est pas le moment de faire ce gros travail, c'est tout à fait justifié et compréhensible, mais vous n'avez pas le choix. Les parents ont la responsabilité d'aider leurs enfants à faire face à la séparation. Personne d'autre peut le faire à votre place, c'est votre rôle de parent. Alors, qui est, la personne ou qui sont les personnes les plus importantes pour vous? Ce sont, je pense, vos enfants. Alors vous le faites pour eux, heu, ils le méritent, non? Gardez cette idée en tête, ça peut aider et puis, si vous n'arrivez pas bien à organiser tout ça, à être présent, à être disponible pour vos enfants, si c'est trop compliqué pour vous, sachez que des aides existent. Voilà, déjà visionner enfin ce webinaire, voilà, c'est un bon début. Alors de quoi est-ce que j'aimerais parler avec vous? Qu'est-ce qu'une séparation parentale peut provoquer chez l'enfant? Alors, il ne s'agit pas de vous faire peur ou de faire en sorte que vous culpabilisez, pas du tout. Il s'agit de vous montrer quelques points sur lesquels on doit être vigilant. Il sera important de bien observer votre enfant pour ensuite pouvoir agir en fonction. On parlera de l'annonce aux enfants. Comment annoncer le fait que vous allez vous séparer? L'annonce restera gravée dans la mémoire de votre enfant car c'est l'annonce d'un gros changement dans sa vie. Il s'est construit sur ce plan familial, c'est sa sécurité de base et c'est le plan, de cette maison sécure et rassurante qui change complètement. Je vais aussi vous donner quelques conseils de base, des choses qui sont bien à faire, des choses qu'il faut mieux éviter. La coparentalité, comment arriver à communiquer entre parents? Parce que vous restez parents ensemble. Le couple amoureux n'existe plus, mais le couple parental reste, en tout cas dans l'idéal. L'enfant a besoin que ses 2 parents s'occupent de lui et qu'il y a donc une communication entre eux, autour d'eux. Si c'est possible, bien sûr, parce que parfois il y a des situations où ce n'est pas possible ni même souhaitable. Par exemple, un parent violent ou maltraitant. Je ne traite pas ce genre de situation ici maintenant. Je vais aussi vous parler du coaching. Heu, on peut se faire aider, hein, il y a plusieurs possibilités. Heu, il y a les psychologues, médiateurs, les thérapeutes. En quoi notre coaching se différencie des autres aides possibles? Qu'est-ce que c'est? Donc je vous expliquerai et ensuite je vais, interviewer un avocat, spécialisé en droit de la famille, enfin qui pratique beaucoup, hem, les conflits et les divorces, les séparations. Hem, alors SOS Parents in Distress se met en lien avec des avocats qui partagent avec nous l'importance de trouver, dans la mesure du possible, des solutions dans l'intérêt des enfants et donc de toute la famille. Nous avons sur notre site internet une liste d'avocats partenaires, des avocats avec qui nous avons échangé et dont on sait maintenant qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que la séparation se passe au mieux pour leurs clients, mais surtout aussi pour leurs enfants. Le choix de l'avocat est important, parce que vous faites confiance à votre avocat. Il ou elle vous défend, il vous accompagne sur le plan juridique et même souvent, au-delà. Il essaie de vous aider au mieux. Voilà et donc je me suis, entretenue, entre autres, avec maître, Marine Kaplan. Donc elle fait partie de cette liste. Je suis ravie qu'elle a accepté de participer à ce webinaire. Donc, j'aimerais lui poser quelques questions, tout à l'heure. Bonjour, Marine Kaplan, je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci Maya encore de l'invitation. Je m'appelle Marine Kaplan, je suis avocate au barreau de Paris depuis plus de 6 ans aujourd'hui. Effectivement, je suis spécialisée en droit de la famille et donc je pratique au quotidien cet exercice pour les parents séparés, les divorces. Mais effectivement, il y a aussi toutes les questions relatives aux enfants, que ça soit dans le cadre d'un divorce ou dans le cadre d'une séparation de parents, non mariés, mais qui ont quand même besoin d'organiser, la vie de leurs enfants, postérieurement à leur séparation ou, plus tard, quelques années suivant la séparation puisqu'il y a un élément,
il y a une nouveauté qui arrive dans leur vie, un déménagement, une promotion, une nouvelle personne, enfin un couple qui se crée. Donc parfois il faut réajuster les situations et donc j'interviens dans ces cas-là. Voilà. D'accord. Oui, très bien. Bon, ben, on fera l'interview tout à l'heure ensemble. Avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que la séparation parentale peut provoquer chez les enfants? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Alors, selon l'âge de l'enfant, hein, cette question signifie différentes choses. Les petits se posent des questions concernant les choses pratiques de la vie quotidienne. Qui va s'occuper de moi? Qui va me mettre au lit? Qui va me donner à manger? Ces enfants peuvent poser des questions d'une fréquence importante. «Tu vas où? Quand est-ce que tu vas revenir? Pourquoi tu dois partir?» Et ça pendant, enfin, pour chaque sortie de la maison, voire même chaque sortie de la pièce. Les petits enfants peuvent craindre que vous risquiez de les oublier, s'ils ne restent pas constamment près de vous, tout simplement. Heu, S'il y a un parent qui part, c'est ce qu'ils pensent, peut-être que l'autre aussi va partir et donc je vais être tout seul. Donc c'est pas étonnant que ces enfants s'inquiètent. Lorsque les parents n'expliquent pas clairement et en détail, avec des mots simples, ce qui va se passer pour eux, ils ont tendance à remplir ce vide par leurs propres craintes. Pour les plus grands, ce sont des choses plutôt par rapport à des questions plutôt par rapport à l'organisation de leur nouvelle vie. Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Est-ce que je vais devoir changer d'école, par exemple? Donc là encore, ce sera important de bien expliquer en détail ce qui changera, mais aussi ce qui ne changera pas. Parce que sinon ils auront tendance à s'imaginer des pires scénarios, heu, du genre, «Je ne pourrai plus jamais voir mes amis» ou «On n'aura plus d'argent». Hem, voilà, donc bien expliquer tout ce qui change et tout ce qui ne changera pas. La peur de perdre l'amour de leurs parents. Heu, Mes parents ne s'aiment plus, qui dit qu'un jour, ils ne m'aimeront plus non plus. Voilà ce qui peut jouer dans la tête d'un enfant. On se sépare dans le couple, mais on ne se sépare pas de ses enfants. Cette évidence est très vite à transmettre aux enfants. Il y a l'amour conjugal et l'amour parental. L'un peut s'éteindre, l'autre est pour la vie, inconditionnel et indestructible. Ce message-là, il va falloir le répéter pour rassurer vos enfants. Le sentiment d'être invisible. Les enfants ont souvent le sentiment que leurs parents ne les voient plus vraiment. Vous êtes préoccupés à cause de la séparation, les enfants le sentent bien. Pourtant, ils ont plus que jamais besoin de vous. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le problème principal. Le sentiment d'être invisible a un grand impact sur l'image de soi. S'il ne semble pas suffisamment important aux yeux de leurs parents, alors ils pensent qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur. Heu, Pas étonnant parfois que les enfants se comportent tellement mal pour montrer qu'ils existent ou ils se retirent complètement. Vos enfants ne se sentiront pas invisibles s'ils ont régulièrement, un contact affectueux, émotionnel et physique avec leurs parents. L'impact sur leur vie plus tard n'est vraiment pas négligeable. Le conflit de loyauté, là, on pourrait écrire un livre. C'est, selon nous, le problème le plus complexe et le plus difficile à gérer. C'est un phénomène que nous connaissons très bien en tant que famille d'accueil. Donc en gros, l'enfant est pris par le sentiment de devoir choisir entre ses 2 parents et ressent comme une obligation à prendre parti. Il se sent coupable envers l'un lorsqu'il passe un bon moment avec l'autre. Pour lui, ce ne serait pas loyal. Par exemple, comment ça se manifeste? Ils ont peur de raconter les bons moments passés chez leurs autres parents ou ils vont exagérer certaines choses, des faits positifs ou négatifs. Ils peuvent même inventer ou mentir. Ils expriment aussi parfois des choses désobligeantes sur l'ex-conjoint. Ils s'imaginent que le parent aime bien entendre dire du mal de l'autre. Alors, il y a presque toujours un conflit de loyauté, même si la séparation se passe bien. Il est donc important d'en parler avec vos enfants.
Qu'est-ce qui provoque le conflit de loyauté? Alors la séparation en soi, avec tous les changements, mais quand la communication entre les parents séparés est très difficile ou même rompue, et l'enfant est embarqué dans un rôle d'espion, ou de messager, cela nourrit vraiment le conflit de loyauté. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment éviter. Les enfants s'inquiètent pour leurs parents. L'enfant est à l'école, il pense à son papa qui doit être tout seul dans son appartement. En plus, il ne sait pas cuisiner, comment il va faire? Ou il s'imagine leur maman en train de pleurer dans son lit. Hem, Souvent, les enfants ont le sentiment qu'ils doivent aider leurs parents, mais cela leur coûte. Ils ont besoin d'être enfants insouciants. Si les enfants voient que leurs parents vont bien et prennent soin d'eux, les enfants seront rassurés, vont moins s'inquiéter. Donc c'est quelque chose que vous devez essayer de montrer à vos enfants, que vous allez bien, malgré tout. Tout va bien. Alors pour ne pas, rajouter de la peine, pour protéger leurs parents, ils cachent parfois leurs sentiments d'inquiétude, de tristesse, de peur, mais évidemment, ils ont besoin de pouvoir s'exprimer, c'est important. Alors ce sera tout un travail pour les parents d'aller chercher ces émotions parfois bien cachées. C'est un travail qu'on fait quand on fait des coachings parce que, c'est parfois vraiment pas évident. La colère, surtout les enfants plus grands, peuvent vraiment se mettre en colère et peuvent aussi accuser leurs parents. C'est de leur faute que maintenant je dois subir tout ça. Ou, ils n'ont qu'à arrêter de se disputer, ils n'arrêtent pas de nous le dire à nous, alors pourquoi eux ne le font pas? Ou donc voilà, vous êtes des égoïstes, vous ne pensez qu'à vous-même. Alors ce sont des choses, ça fait du mal à entendre. Mais les accusations et les crises de colère montrent en réalité qu'ils ont peur. Les changements, ça leur donne énormément de stress. La culpabilité. Les enfants, alors là surtout les petits, ont souvent le sentiment qu'ils ont fait quelque chose de mal qui a provoqué la séparation. C'est parce que je me dispute trop avec mon petit frère et ça les énerve et voilà, maintenant ils se séparent. Heu, Ils entendent souvent aussi leur nom dans les disputes des parents. Alors forcément pour eux, selon eux, c'est de leur faute. Alors expliquez à vos enfants que vous vous disputez par rapport à eux, mais pas à cause d'eux. Heu, Ça leur fait du bien d'entendre qu'ils sont le sujet le plus important, non parce qu'ils font quelque chose de mal, mais parce qu'ils sont tellement précieux. Expliquez ça. Si vous vous disputez, par rapport à eux, c'est parce que justement, ils sont tellement importants pour vous. Les pensées magiques, dans la grande majorité des cas, les enfants espèrent que leurs parents, vont se réconcilier. Cet espoir peut durer, des années. Parfois, les enfants essayent de faire en sorte que la famille se réunisse. Il est important de faire comprendre aux enfants qu'ils n'ont pas d'influence, parce que l'espoir persiste et lorsqu'un des 2 parents entame une nouvelle relation amoureuse, cela peut provoquer d'énormes colères ou de tristesse. Voilà quelques points qui, selon nous, sont importants à savoir. Voilà, qu'est-ce que ça provoque, cette séparation chez vos enfants? J'aimerais vous parler de l'annonce maintenant, parce que voilà, une tâche difficile. Peut-être même la partie, la plus difficile du processus de la séparation. Parce que l'idée de rendre vos enfants tristes vous est probablement insupportable. Alors, la manière dont on annonce la séparation aux enfants a beaucoup d'importance. L'annonce crée une sorte de base qui permettra de vivre cette situation douloureuse de manière plus positive. Lorsque l'annonce est faite avec l'amertume et des accusations, cela crée des émotions négatives qui restent souvent là pendant des années et ça peut même endommager la relation avec vos enfants. Alors, voici le message, principal, fondamental, qui formera la base de toutes les discussions, qui suivront. Malgré tout ce qui change entre papa et maman, une chose ne changera jamais, c'est l'amour que nous avons tous les 2 pour vous, nos enfants.
On restera toujours et tous les 2 vos parents et on continuera de s'occuper de vous tous les 2. Papa et maman vous aiment très, très fort et cet amour ne s'arrêtera jamais. Ce message rassurera vos enfants et permettra à vos enfants de traverser cette période difficile de manière plus confiante. Essayez aussi de vous mettre tout près de vos enfants, donnez des câlins même. Et même si vos enfants, ne montrent pas, à quel point ce message d'amour éternel est important pour eux, sachez que si vous répétez ce message régulièrement et si vous le montrez aussi avec vos actes, ce que vous faites avec eux, ce sera pour votre enfant une énorme source de confiance et de consolation. Alors d'autres messages, importants, vous pouvez dire que ça a été une décision difficile, que vous avez des problèmes importants, entre vous, dans le couple, que vous n'arrivez pas à résoudre, que vos enfants donc ne sont pas responsables, qu'ils ne peuvent rien y changer, qui reste une grande priorité pour vous. Vous voulez continuer à bien s'occuper d'eux et qui sont, ce qu'il y a le plus beau et le plus important dans votre vie. Quelques conseils de base. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous conseiller de vous abonner à notre page Facebook ou notre compte Instagram. J'y donne des conseils régulièrement, souvent à travers des petits dessins comme vous en avez déjà vu. Donc voilà, ça, pourquoi pas le faire. Concernant le deuil de la séparation. Alors, au moment de la séparation, vous êtes probablement dévasté par le chagrin, enfin, en tout cas, une séparation est rarement un événement joyeux, c'est ainsi. Alors, ne le niez pas, essayez d'accueillir ces émotions tristes pour ensuite, petit à petit, la faire partir. Et retenez que le temps adoucit tout, c'est pareil pour vos enfants, hein, l'épreuve fait grandir et ils peuvent la transformer en force. Ne nourrissez pas votre chagrin, soyez courageux. Ce qui aide beaucoup, c'est de savoir que vous avez une énorme responsabilité, envers vos enfants. Vous devez être là pour eux, et cette idée stimule et vous aide à trouver de la force. Même avec du recul, probablement, vous allez vous dire que c'est grâce à vos enfants, entre autres, hein, que vous avez réussi à remonter la pente. Heu, Par exemple, vous n'avez pas du tout envie de rigoler, de vous amuser, vous avez plutôt envie de rester dans votre lit. Heu, Si vous arrivez quand même à vous motiver et faire un jeu avec vos enfants, vous allez voir, ça fait plaisir à vos enfants, ils vont rigoler, ça va vous faire du bien à vous et voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut essayer, de trouver, mais il faut du courage au début, c'est pas facile. Ne voyez pas votre séparation comme un échec, mais plutôt comme une étape qui fera grandir toute la famille. Hem Les enfants sont des éponges, heu, ils sont souvent très sensibles aux pleurs, pourtant ce n'est pas grave qu'ils vous voient pleurer. Mais mettez des mots sur les mots. Expliquez à vos enfants ce qui vous rend triste et montrez, que vous gardez le contrôle. Pleurer est un bon moyen d'évacuer, c'est aussi une occasion d'ailleurs de dire à vos enfants qu'eux aussi ont le droit de pleurer. Et puis libérez-vous de l'image de la famille parfaite. La séparation, c'est comme une mue. On abandonne la peau trop serrée pour en construire une autre, une à sa taille, une qui nous convienne mieux. Il y a d'abord cette période fragile où on se sent nu, une période extrêmement douloureuse, mais on se sent mieux après. Ensuite, concernant la relation avec vos enfants, écoutez vos enfants. Alors, vous les connaissez mieux que personne, vous les comprenez bien en général, en temps normal, mais dans le contexte d'une séparation, pour les enfants, plus rien n'est normal. Ils vivent une toute nouvelle situation et voilà, parfois l'enfant doit encore apprendre à mettre les mots sur ce qu'il ressent. Parfois les émotions ne sortent pas parce qu'ils sont figés. Parfois ils ressentent bien ce que la séparation fait avec eux, enfin provoque chez eux, mais ils préfèrent ne pas le montrer, hein, comme je disais tout à l'heure. En tout cas, incroyable à quel point les enfants peuvent être solidaires. Donc écoutez bien, observez bien. Il y a des activités qu'on peut mettre en place pour y arriver.
Voilà, c'est quelque chose qu'on fait quand on fait des coachings. Arrêtez de vous sentir coupable. Beaucoup de parents se sentent coupables, ils ont échoué. Heu, En tout cas, c'est ce qu'ils pensent souvent, et donc leurs enfants doivent subir les conséquences. Mais, vous savez bien que dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. C'est ainsi inutile de se sentir coupable. Cependant, ce qui est vraiment très utile et très important, c'est travailler sur la manière dont se passe la séparation pour les enfants. Et même si là, on ne maîtrise pas tout, il est important d'essayer vraiment de faire en sorte que cela se passe au mieux. Ne vous laissez pas embobiner, ne tombez pas dans le piège. Vos enfants vont vous tester et chercher leur profit, c'est normal. Alors n'achetez pas plein de choses, ne dites pas oui à tout pour combler cette culpabilité qui vous ronge. Vous ne leur rendez pas service, au contraire, ils risquent d'en souffrir. Concentrez-vous plutôt sur ce qui est vraiment important pour eux maintenant. Les écouter, les rassurer, consacrer du temps pour eux, rester en forme, toutes ces choses-là. La coparentalité. Réussir la coparentalité, cela vous demandera certainement beaucoup d'efforts et d'énergie, surtout au début. Il faudra surmonter les rancœurs, mais ça en vaut la peine. C'est du gagnant-gagnant pour les parents comme pour les enfants. Réuss Une règle primordiale, à respecter par des parents séparés, c'est ne pas dire du mal de son ex en présence de vos enfants. Tout le monde le sait et pourtant, c'est parfois tellement difficile. Après une rupture, vous voudriez peut-être accuser, l'autre de tout ce qui ne va pas. Alors un conseil, si vous sentez monter une envie forte de dire du mal de votre ex, pensez que c'est votre enfant que cela touchera probablement le plus et vous ne voulez pas faire du mal à votre enfant. Pensez à la chose suivante, il y a 2 personnes que vos enfants aiment le plus au monde et une de ces 2 personnes, c'est probablement votre ex. Concernant la communication avec votre ex, alors là, vous avez un travail à faire. Essayez de voir votre ex comme un collègue de travail. Vous travaillez sur un même projet, vos enfants. On ne choisit pas ses collègues, on fait avec. Là, c'est un peu pareil. Exprimez-vous d'une manière claire, non violente, non culpabilisante. Reformulez s'il faut, recadrez la situation. Préparez-vous en amont si vous avez un sujet difficile à régler, éventuellement même à l'écrit. Désormais, lorsque vous parlez avec votre ex, au lieu de vous disputer et de vous emporter, organisez une réunion très formelle, un entretien, voilà, de manière correcte et mieux vaut prévenir que guérir. Là, l'idée est de travailler les points, importants en amont, les points, liés à l'organisation, la nouvelle organisation. Hem, Par exemple, les activités extrascolaires, les trajets, les achats concernant les enfants, les voyages, les fêtes, les règles de vie que vous aimeriez conserver. Essayez, voilà, de trouver des compromis, de vous mettre d'accord avant que les vrais conflits s'installent. Là aussi, c'est un travail qu'on fait, lors du coaching parce que c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Concernant la résidence, hein, la garde des enfants, hem, ce qui est primordial, c'est d'élaborer un plan basé sur les besoins de vos enfants en fonction de leur âge, de leur personnalité et de leur développement. Et puis de tester et adapter en fonction. Il est aussi important de demander leur avis, même si pas eux qui décideront, voilà, enfin vous essayez de vous adapter au mieux, et essayez de visualiser le planning. Cette structure rassure. Ça peut être un semainier avec des aimants qu'on accroche au frigo et on déplace les aimants en fonction des jours. Pour les plus grands, ça peut être un agenda partagé, et pour les petits, ça va être plutôt des petits rituels.
des choses que vous faites chaque soir. Chez maman, le soir, il y a l'histoire, par exemple. Chez papa, c'est plutôt, une petite chanson, enfin n'importe, enfin, mais que ce voilà, une petite activité qui revient à chaque fois, au même moment de la journée. Et posez-vous cette question-là. Souvent les enfants rêvent de pouvoir faire des activités ou de passer des moments ensemble avec les 2 parents, surtout pendant la période de transition. On vous conseille de fournir un réel effort et de réfléchir à ce qui pour vous serait éventuellement possible. Ça peut être, une petite balade, prendre un apéro ensemble, se rendre à la fête de l'école, ou un match de foot, juste rester un peu après avoir déposé les enfants. Mais attention, il est primordial que ce moment se passe sereinement. Gâcher ce moment avec une dispute entre parents ou des regards qui tuent, des bouderies, ça, ce serait néfaste, pour vos enfants. Si vous n'en êtes pas capable, admettez-le, ce serait dommage, mais il faut assumer ses limites pour éviter une catastrophe. Voilà, vous pouvez aussi donc commencer avec des tout petits moments, des moments très courts. Mais si vous y arrivez, vous offrirez, quelque chose d'important à vos enfants, un vrai cadeau, et vous le ferez pour vos enfants, pas forcément pour votre ex. Ça leur fait tellement de bien. Votre entourage, alors on parle de la coparentalité, donc les 2 parents qui continuent de s'occuper de leurs enfants, mais votre entourage aussi a une influence non négligeable sur la manière dont vos enfants vont vivre, la séparation. Ce qui est important, c'est donc d'informer vos amis, votre famille. Vous pouvez leur dire que vous fournissez un travail difficile avec votre ex pour que la séparation se passe au mieux et que vous avez besoin qu'ils vous soutiennent et qu'ils respectent vos règles. Par exemple, ne pas autoriser à dire du mal de l'autre parent. Dites stop. Je pense aux grands-parents, par exemple. C'est souvent difficile pour eux aussi, car, ils voient souffrir leur fils ou leur fille et ils sont donc, impactés. Alors, est-ce qu'un divorce peut être réussi? Alors les enfants peuvent très bien supporter la séparation. L'enfant qui ne souffre pas trop de la séparation peut même voir le côté positif de la nouveauté. Je vais avoir 2 chambres ou je vais avoir un frère en plus. Donc oui, vous pouvez réussir votre séparation, hein, si l'ambiance est sereine, s'il y a une bonne communication entre les parents, qui restent parents tous les 2, si l'enfant, a un lien fort de qualité avec ses 2 parents, si l'enfant sait que ses 2 parents l'aiment et l'aimeront toujours et si les parents tiennent compte de l'intérêt de leurs enfants. Donc c'est tout à fait possible, mais en même temps, vous allez aider vos enfants à développer des compétences qui les permettent d'être plus solides et épanouis. Vous allez renforcer leur santé émotionnelle et sociale. Hem, Ils pourront en profiter, pendant tout le reste de leur vie. S'il y a un avantage, enfin ou un côté positif d'une séparation, ça peut être ça. Si voilà, si vous faites ce travail avec vos enfants, si vraiment vous essayez d'écouter vos enfants, de renforcer ce lien, de parler beaucoup avec vos enfants. Il est plus facile de faire en sorte d'avoir des enfants forts que de réparer des enfants brisés. Ça pour dire qu'il faut mieux pas attendre. Essayez dès le début de la séparation de vraiment vous préoccuper de cet impact sur vos enfants et voilà, de faire ce travail, de coparentalité. Voilà. J'aimerais vous parler un peu du coaching maintenant. Comment cela se passe au juste? Alors, les infos que je viens de vous transmettre, il y en avait que vous saviez déjà, certainement. J'espère que vous avez aussi appris des choses quand même. Donc voilà, savoir comment faire, OK, mais il y a encore une différence entre savoir ce qui est bien de faire et de ne pas faire et aussi y arriver. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, surtout quotidiennement. C'est pour cette raison que, donc nous proposons un coaching. Par exemple, hein, comme je disais tout à l'heure, tout le monde sait que c'est
que ce n'est pas bien pour les enfants quand vous dites, du mal de l'autre parent et pourtant, il y a tellement de couples séparés qui le font, ils le savent et ils le font quand même parce que c'est tellement difficile. Parfois ce ne sont que des petites choses, mais ça a vraiment des conséquences importantes. Alors, on propose un coaching pour qui? Pour les parents qui savent que dans la pratique, ce sera très compliqué et qui risquent de ne pas y arriver seuls, ou en tout cas pas sans aide. Mais aussi pour les parents qui pensent que c'est surtout l'autre parent qui risque de ne pas y arriver. Souvent, on a ça. Puis aussi pour les parents qui essayent depuis un certain temps, de réussir cette coparentalité, mais qui remarquent que ça va pas, en tout cas pas suffisamment bien. Et il y a aussi les parents qui dépriment, hein, qui vont pas bien, qui ne trouvent pas l'énergie qu'il faut pour mettre en place cette coparentalité ou de faire ce travail sur soi, qui se sentent seuls, débordés. Voilà. Alors, on fait des coachings de préférence avec les 2 parents, mais aussi parfois, s'il faut, avec un seul parent. S'il n'arrive pas à motiver l'autre parent de faire un coaching, voilà, l'accompagnement sera différent, mais on sera évidemment aussi là pour le parent qui justement a le sentiment qu'il devra tout faire tout seul. Hem, Nous proposons en fait d'être votre compagnon de route, pendant une période. On va se fixer une durée. On va s'installer sur votre épaule et on va vous guider. C'est beaucoup plus complet que quelques séances, dans un cabinet d'un professionnel comme un psychologue, un médiateur, un thérapeute, parce que, après l'entretien dans un cabinet, la porte se ferme jusqu'au prochain rendez-vous et pas chez nous. Nous, on veut rester là avec vous tous les jours s'il faut. Alors virtuellement, vous l'aurez compris, mais il y aura donc pas de rendez-vous dans un cabinet, mais tranquillement chez vous avec des appels visio, avec des messages, avec le téléphone, parce que c'est, chez vous que les problèmes se présentent et que vous avez donc besoin de soutien. Hem, c'est là, chez vous donc, que nous allons travailler ensemble. Notre objectif donc, c'est tout faire pour que vos enfants traversent cette période de séparation sans blessure et mieux encore, on vous aidera à faire en sorte que vos enfants soient plus solides, plus épanouis et que le lien parent-enfant soit riche. Alors, on va travailler sur quoi? Plusieurs recherches ont montré que 3 facteurs importants réduisent les risques et peuvent être contrôlés par les parents. C'est le degré et la durée des hostilités entre les parents, la qualité des pratiques parentales et la qualité de la relation parent-enfant. Donc ce sont les 3 points principaux du coaching. Tout commence par un premier entretien état des lieux. Donc avant même d'avoir décidé si oui ou non vous aimeriez vous faire aider, donc c'est gratuit, on vous écoutera. Quelle est votre situation? Puis on réfléchira de quelle manière on pourra vous aider. Parce qu'on s'adapte à chaque situation, elle est à chaque fois différente. On s'adapte à votre budget, à votre disponibilité, à vos besoins. La durée du coaching, l'intensité, si oui ou non on accompagne aussi les enfants, parce que c'est possible. Ça, ce sont des choses que vous déciderez après cet entretien état des lieux. Alors concrètement, le coaching comprend 3 piliers: soutien et écoute. On sera pendant toute la durée du coaching joignable par téléphone. Nous répondrons dans les 24 heures. Vous ne serez plus seul, car nous savons qu'il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va pas du tout. Donc on sera là pour vous écouter et vous soutenir. On pourra aussi vous aider à voir les choses différemment, pour mieux accepter, pour mieux réagir, parce que la perception d'une situation détermine en grande partie comment on vit avec une situation difficile. Par exemple, j'avais une maman qui m'appelait en pleurant et revenait de l'école, de la fête de l'école. Elle s'y était rendue avec son ex, conjoint et son enfant, un garçon de 6 ans, et ça s'était mal passé, enfin pour elle, parce que son enfant ne la voyait pas. Il était, constamment accroché aux jambes de papa, et des câlins et voilà, sa maman, il l'ignorait. Donc évidemment, pour cette maman, c'était très douloureux. Alors elle nous a appelés et parce qu'elle craignait que son enfant aimait plus
son papa et ce n'était pas juste parce que c'était plus elle que le papa qui s'occupait de cet enfant-là. Le papa, il était très préoccupé par son travail. Il prenait l'enfant, enfin, il s'occupait de son enfant, certains week-ends, mais la semaine, l'enfant était chez la maman. Alors j'ai dit à cette maman que moi, je ne pense pas, enfin, il y a rien qui dit que cet enfant aime plus son papa. Un enfant qui s'accroche aux jambes d'un parent, c'est pas un enfant qui est en train de montrer à quel point il l'aime, c'est plutôt un enfant qui demande de l'amour, qui a besoin d'être rassuré. Est-ce que, voilà, est-ce que toi tu m'aimes, assez et tous les jours? Il n'avait pas besoin de le faire avec sa maman, il savait bien que sa maman était là tous les jours pour lui. Il était déjà rassuré, mais avec le papa qui était quand même plus absent, voilà, il avait besoin de le faire. Alors, ça ne change pas vraiment les choses, mais pour cette maman, voilà, le fait de le voir comme ça a fait baisser la colère parce qu'elle était très en colère contre son ex-conjoint et même contre son enfant un peu. Voilà, la colère est baissée, on a pu le travailler après avec ce papa, même un peu aussi avec l'enfant, parce qu'il ne faut pas que l'enfant pense qu'il a fait quelque chose de mal. Mais bon, on peut quand même faire comprendre certaines choses. Voilà un exemple. Mais on ne va pas seulement, vous soutenir et vous écouter, on va aussi mettre en place des actions. Par exemple, au début du coaching, on demande à chaque parent de choisir 3 craintes, les 3 craintes les plus présentes chez eux, par rapport à la séparation et leurs enfants et chaque parent prendra connaissance des craintes majeures de l'autre parent. Ça aidera à avoir conscience du fait qu'ils ne sont pas seuls à avoir des craintes. D'ailleurs, il y a souvent, des similitudes et quand on comprend mieux, on accepte mieux et ce sera plus facile de communiquer et de travailler ensemble. Des craintes qui reviennent souvent, j'ai peur que j'ai le mauvais rôle et que mes enfants s'amuseront plus chez l'autre parent ou je crains que mes enfants m'en veulent, je me sens coupable, j'ai peur de me sentir seule lorsque mes enfants seront chez l'autre parent ou je suis trop en colère, je ne sais pas si je vais arriver à communiquer sans m'emporter. Moi aussi par rapport à ce webinaire par exemple, j'ai des craintes. Je vous en ai parlé au début, le fait que le français n'est pas ma langue maternelle, que parfois je fais des fautes, c'est quelque chose qui me gêne. Voilà, je vous en ai parlé, déjà parce que je sais qu'après je me sens quelque part libérée, mais surtout aussi, vous allez, être probablement plus compréhensif. Vous allez moins me critiquer parce que vous aurez mieux compris, voilà. Hem, une autre crainte que j'ai, c'est les soucis techniques. Ça m'arrive parfois, je me prépare pour ce webinaire, mais voilà, je peux appuyer sur un mauvais bouton, il peut y avoir une mauvaise connexion. Voilà, je vous en ai parlé maintenant. Si tout à l'heure, il y aura un souci technique, vous n'allez pas probablement pas dire: «Bon, elle fait des webinaires, mais elle s'est mal préparée». Non, vous allez plutôt être dans l'empathie et vous dire: «Mince, elle avait peur que ça arrive et voilà, elle n'a pas de chance». Voilà, juste des exemples qui montrent que c'est très important de travailler ça et donc c'est ce qu'on fait quand on fait des coachings. Nous allons aussi, préparer ensemble comment vous allez organiser les conversations avec vos enfants. On vous donnera des outils, des méthodes. Il y a des livres, des films, des jeux de société. On peut se servir de marionnettes de Playmobil avec les plus petits et puis on va évaluer ensemble comment votre enfant a réagi, qu'est-ce qu'il a exprimé, et on va réfléchir comment vous pouvez réagir la prochaine fois. On demandera aussi à chaque parent d'exposer au moins une tâche, que l'autre parent aura du mal à remplir, seul, selon lui et l'inverse aussi. Au moins une tâche qu'il pense lui-même avoir du mal à accomplir seul et on va échanger là-dessus. Par exemple, le papa pense que la maman ne surveillera pas bien les devoirs parce que c'est lui qui les faisait toujours. Ou une maman qui craint que le papa habillera leur fille de 3 ans n'importe comment, t-shirt à l'envers, les couleurs pas
pas accordé, enfin, ce genre de choses. C'est parfois très important pour une maman et les papas ne sont parfois pas très pas très doués. C'est des petites choses, mais ça peut vraiment provoquer, beaucoup d'émotions. Hem, Par rapport à des craintes, par rapport à eux-mêmes, une maman, par exemple, qui craint que son fils ne jouera plus au foot dehors parce qu'il le faisait toujours avec son papa et elle n'aime vraiment pas ça, elle n'est pas douée, donc elle se demande comment je vais faire. Ou, un papa qui craint qu'il n'arrivera pas à préparer les enfants dans le calme le matin, avant de partir à l'école. C'est toute une organisation. Il faut pas oublier de mettre le goûter dans le cartable, il faut que tout le monde ait pris le petit déjeuner. Voilà, c'est pas évident, donc on va échanger là-dessus et on va, demander à chaque parent comment il pourrait aider l'autre parent à accomplir, la tâche pour laquelle il se sent en difficulté. Donc chaque parent conseillera l'autre parent. Voilà quelques exemples d'actions qu'on mettra en place. Et puis médiation et évaluation. Donc, vous l'avez compris, on vous accompagnera avant, pendant et après chaque action. Ce seront les visios qu'on organisera avec les 2 parents de préférence. Donc on discutera ensemble de comment vous pouvez faire, comment ça s'est passé après, comment adapter et lorsqu'il y a conflit, on cherchera avec vous la solution, toujours la solution qui répondra le mieux aux besoins et aux intérêts de vos enfants. À la fin, on fait un bilan, évidemment, et encore un mois après le coaching, on reprend contact pour voir comment ça va. S'il y a encore des choses, qui sont difficiles, on vous conseillera. Voilà, parce que c'est ce que les compagnons de route font, hein, on reste en contact. Voilà, là je vous ai, dit un peu tout ce que j'avais envie de vous dire, des choses qu'on pense, des choses importantes pour réussir cette séparation et la coparentalité. J'aimerais maintenant, poser quelques questions à Marine Kaplan, donc l'avocat qui participe à ces webinaires. Rebonjour. Rebonjour, merci encore. C'était très intéressant d'entendre tout ça du côté coaching. Oui, merci. Alors donc, si je vous ai contacté pour un éventuel partenariat, il y a quelques mois, je pense, hein, c'est parce que je sais que, comme nous, vous défendez les intérêts des enfants dans le cadre des séparations et donc que vous pratiquez les modes amiables, dans la Exactement. mesure du possible. Alors, on entend beaucoup parler de ces modes amiables, de plus en plus, d'avocats les pratiquent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, parce qu'il en existe plusieurs et pourquoi c'est tellement, important? Oui, bien sûr. Alors, déjà, premièrement, c'est important puisque c'est de plus en plus, sollicité, voire imposé par les tribunaux. Donc on doit démontrer avant d'avoir saisi, le tribunal compétent, en cas de désaccord et d'avoir, tenté une médiation. Donc à défaut, sinon ça va retarder la procédure puisque, le juge va lui-même, orienter, la famille vers une médiation. Donc c'est très important pour ça puisque ça permet beaucoup de temps dans la procédure. Deuxièmement, c'est important effectivement aussi puisque parfois, ça permet de trouver des accords puisque les parents finalement dans le cadre de cette médiation ou de plus largement de ces modes, amiables, arrivent à dégager, les points de désaccord qu'ils avaient peut-être de couple et ou à se dire les choses qu'ils n'avaient jamais réussi à se dire, pendant leur vie de couple ou à leur séparation et donc une fois ces choses dites et donc et qu'ils sont libérés de ce poids, ils peuvent ensuite réussir à trouver un accord qui sera, plus, structuré sur l'organisation de la vie de leur enfant, sur la résidence, sur les visites, sur le droit de visite et d'hébergement du père, qui peut être en réalité, très ajustable et se faire au cas par cas selon les besoins de l'enfant
et les disponibilités des parents. Donc ces modes alternatifs, ils sont effectivement nombreux. Vous avez, déjà entre avocats, on peut être formé à ce qu'on appelle le droit collaboratif, qui permet de mettre en place, heu, des, heu, des mesures comme la médiation. Donc il y a un calendrier qui est fixé avec des tentatives amiables, des objectifs pour que l'un et l'autre des parents arrivent à et s'engagent à essayer de trouver un accord. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a aussi la médiation familiale qui peut se faire, soit via une association, soit via des médiateurs privés. Heu avec ou en l'absence de des avocats, c'est selon les parties. Alors effectivement, parfois ça peut être en plusieurs étapes. Soit, les parents commencent seuls pour encore une fois, dégager tout cet affect et parfois des discussions effectivement qui n'ont rien à voir avec, l'aspect juridique, mais qui sont quand même très nécessaires pour eux et pour leur permettre d'avancer et de retrouver des bases solides. Et ensuite, les avocats peuvent intervenir pour apporter la touche juridique et proposer des solutions que les parents n'auraient pas, imaginées ou ne pensaient pas, possibles. Donc il y a cette médiation familiale. Là encore, il faut, que les 2 parents soient volontaires dans cette démarche puisque, si l'un d'eux ne le souhaite pas, il ça n'aura, déjà il ne viendra pas, donc ça aura beaucoup moins d'intérêt. C'est toujours possible de consulter un médiateur familial seul. Ça peut encore une fois permettre, d'avoir des nouveaux outils de communication, de trouver des solutions différentes et alternatives qui peuvent aider dans les discussions avec l'autre. Mais effectivement, c'est beaucoup plus, c'est ça marche beaucoup mieux, lorsque les 2 parents se prêtent, au jeu et ensuite effectivement si l'un des parents est très fermé, et ne souhaite absolument pas, de tentative amiable, alors dans ce cas-là, soit la discussion revient entre les avocats et on cherche quand même un accord, soit aussi, mon client, je peux le diriger vers des professions, alternatives, des coachs de vie, des coachs comme vous en séparation parentale, qui leur permettent aussi peut-être de trouver des solutions intérieures qui permettra de débloquer la situation. Voilà. D'accord. Ouais, donc effectivement, il y a plusieurs Oui, il y a plusieurs possibilités. modes de fonctionnement, qui va surtout, dépendre de la volonté du couple, enfin des parents séparés. Ouais. Mais donc c'est quelque chose que vous, en tant qu'avocat, en tant qu'avocate, vous essayez de le Bien sûr, promouvoir? Enfin, en tout cas de un accord est toujours mieux qu'une procédure judiciaire pour de multiples raisons. Déjà en termes de temps, une procédure judiciaire peut prendre beaucoup de temps puisque, les délais pour obtenir une audience sont très longs, notamment et surtout depuis le covid, donc ça dépend des tribunaux. Mais certains sont très, très en retard. Donc dans ce cas-là, dans l'attente de cette audience, de cette date d'audience qui peut durer, parfois 1 an, entre le dépôt de notre requête et l'audience, finale, on n'a pas de mesures provisoires, en tout cas lorsqu'on est hors cas de divorce, parce que la procédure de divorce est différente. Mais ça peut être très difficile dans ce cas-là, s'il y a pas d'accord, là, c'est réellement, à celui qui va imposer ses choix le plus fort. Donc c'est une période très compliquée, autant pour les parents et surtout pour les enfants qui sont au milieu de tout ça, alors qu'ils vivent déjà la séparation de leurs parents, ce qui est parfois très douloureux. Donc oui, bien sûr, la médiation et les tentatives amiables sont des solutions, beaucoup plus rapides et efficaces. C'est aussi, je le recommande aussi d'ailleurs puisque, en termes de coûts, ça coûtera aussi moins cher, en honoraires d'avocat et puis ça évite, d'avoir à subir une audience, à subir parfois les attaques, de l'avocat adverse qui fait son boulot,
mais qui va peut-être dire des choses qui vont heurter l'autre, qu'il ne va pas comprendre. Et donc nous ensuite, quand on termine notre dossier, ensuite de l'audience, on a une décision et nos clients, on termine notre mission. Mmh. Mais finalement, il y a une famille qui reste derrière et si nous on termine notre mission, il faut quand même les laisser eux dans une bonne situation et dans un bon état et pas pire qu'avant. Donc Ouais, et parfois des procédures peuvent aller très, très loin avec des fausses accusations de violence pour obtenir, gain de cause. Ça peut être très douloureux et ça peut être destructeur, pour de nombreuses années et encore une fois, si le couple n'existe plus, le couple, en tout cas si le couple amoureux n'existe plus, le couple parental reste, heu, existe toujours, durant toute la vie de l'enfant, peu importe son âge et c'est ça le plus important, c'est de maintenir des liens, pour se montrer un minimum unis avec son enfant, pour le faire avancer dans la vie sereinement. ouais, tout à fait. Oui, et ce que vous dites aussi par rapport au temps, voilà, si ça prend, 1 année parfois pour avoir cette audience, 1 an pour un enfant, c'est une éternité. C'est Oui. vraiment, ça les adultes, c'est déjà long pour les adultes parce qu'on Mmh. entend souvent, hein, c'est tellement long, mais pour un enfant, c'est bien pire et c'est surtout cette première année, où c'est, très destructeur, enfin où c'est, il y a tous ces inquiétudes, tous ces changements, c'est voilà, c'est vraiment ça aussi, c'est dès le début qu'on devrait essayer de mettre en Bien place, sûr, une organisation qui va, enfin au mieux, hein, oui. qui Effectivement. respecte. Après, c'est vrai que ça implique, encore une fois, la bonne volonté des 2. Et même s'il y en a un qui est de très bonne volonté, si l'autre est totalement fermé ou si les positions sont réellement aux extrêmes, l'une et l'autre, là, ça devient compliqué, d'autant plus qu'on le sait en tant que professionnels, les magistrats se fondent beaucoup sur l'historique. C'est-à-dire, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé depuis la séparation physique des parents? Donc, vous voyez, s'il y a une mise en place d'une résidence alternée, par exemple, alors que l'un des parents pensait que ça serait uniquement provisoire et qu'il n'entendait pas vouloir le maintenir par la suite, il Mmh peut mh. s'en trouver pénalisé, devant le juge puisque le juge dira: «Bon, il y a une résidence alternée, donc je la maintiens» ou inversement. Donc c'est vraiment un moment très, très important et malheureusement, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de structure à part ce que les parents acceptent de faire. Donc ça peut être, parfois, ça peut être vraiment, parfois sanglant. Et les enfants se retrouvent au milieu, parfois sont trimballés, à voir leurs parents se déchirer devant l'école, pour savoir, qui viendra chercher l'enfant le soir, voilà, c'est malheureusement, il faut garder en tête que l'enfant doit être protégé et préservé avant tout et que les parents sont 2 parents égaux. Alors évidemment, un père, une mère, 2 pères, 2 mères, chaque individu est unique et apportera, enfin, autre chose de différent, mais ça reste une coparentalité et il n'y a pas de superpuissance de la mère comme parfois ça arrive. Il n'y a pas de père, heu, par principe défectueux qui ne sait pas, éduquer correctement son enfant. Voilà, chaque situation est différente et il faut vraiment, heu, laisser sa chance à l'autre. Puisque souvent je le dis à mes clients: «Vous avez voulu faire un enfant avec cette personne. Ça veut dire qu'à cette époque-là, quand tout allait bien, vous aviez confiance en lui ou en elle. Donc cette confiance doit perdurer, puisque c'était une confiance, créer quelque chose, un foyer». Vous voyez? Mmh. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Alors, autre chose, maintenant les enfants peuvent être auditionnés aussi. Oui. Ce n'était pas, possible avant, mais donc il y a une Alors évolution, hein, et si, je ça pense que ça a c'est une toujours bonne été chose. ça a toujours été possible. Ah, Heu, c'est c'est simplement que, il y a l'audition de l'enfant, c'est peut-être un peu plus démocratisé, mais si l'audition de l'enfant a toujours été possible à certaines conditions, heu, mais dans les procédures, oui, ça a toujours été possible. d'accord, mais en tout cas, ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression, Oui, voilà, après c'est oui, oui, pardon, allez-y. oui.
Et moi, ça me questionne un peu quand même parce que, voilà, on peut dire que c'est une bonne chose, hein, l'enfant peut exprimer, voilà, son avis, mais ça a quand même, un certain poids pour ces enfants. J'ai déjà entendu dire des enfants, que c'est pour eux, c'est impossible de choisir entre leurs parents. Puis il y a ce conflit de loyauté aussi, il ne faut pas que ça nourrisse ce conflit de loyauté. Je sais aussi que ça fait peur à beaucoup de parents qui pensent qu'il va y avoir des manipulations. Comment vous gérez ça? Comment ça se passe pour éviter tous ces problèmes-là? Alors encore une fois, c'est réellement du cas par cas puisque effectivement, dans une procédure familiale, l'enfant peut toujours être entendu. Il a le droit d'être entendu. Donc donc en principe, après c'est la loi, les parents doivent informer l'enfant de leur droit à être entendu. Soit l'enfant accepte et il demande l'audition, soit l'enfant refuse. Bon, après, tous les parents n'informent pas leurs enfants d'être entendus, notamment quand ça se passe bien, c'est pas du tout nécessaire. Mais quand il y a un gros conflit et que l'enfant veut s'exprimer, c'est possible. Donc soit il écrit directement au tribunal pour être entendu et dans ce cas-là, lorsque la demande vient de l'enfant par courrier, bon, ce qui suppose qu'il soit quand même assez âgé, parce que c'est pas un enfant de 6 ans qui va écrire seul au tribunal et poster sa petite lettre, mais notamment un adolescent, c'est très fréquent, peut le faire, demander à être entendu, et dans ce cas-là, le juge est obligé de le recevoir et de l'entendre. Voilà, ça c'est la première chose. Sinon, ça peut également se faire à la demande d'un ou des 2 parents, heu et donc là, le juge apprécie l'opportunité d'entendre l'enfant, d'auditionner l'enfant. Il y a plusieurs critères qui sont réellement au cas par cas. Mais le critère principal, c'est la capacité, le discernement de l'enfant. C'est-à-dire que ça suppose quand même un certain âge. Donc c'est assez rare avant les 6 ans de l'enfant et ensuite, c'est aussi selon le dossier. C'est-à-dire que selon les pièces qui vont être fournies dans le dossier, le juge va essayer de s'assurer qu'il n'y a pas de conflit de loyauté, que c'est pas une instrumentalisation de la parole de l'enfant. Et ensuite, s'il considère qu'effectivement c'est nécessaire, il organise une audition. Alors dans ce cas-là, l'enfant il y a un avocat spécialisé pour enfants qui est désigné. Donc c'est pas, donc l'enfant a son propre avocat, et ça c'est gratuit, c'est payé par l'État. Donc cet avocat va le recevoir seul, va lui expliquer un peu comment ça va se passer et ensuite l'enfant est auditionné soit par le juge, soit par un psychologue qui peut être désigné par le magistrat, notamment au tribunal de Paris. Alors je ne sais plus si c'est le cas maintenant depuis le Covid puisque j'ai pas eu d'audition récemment, mais avant il y avait un psychologue qui était attaché au tribunal judiciaire de Paris et donc c'était lui qui faisait toutes les auditions. Et donc effectivement ensuite, ils ont l'habitude, ils savent comment amener la conversation, quelles questions poser directement. C'est un échange. C'est un échange qui se fait à titre confidentiel. Ensuite, il y a un procès-verbal, de l'audition, mais qui peut être consulté uniquement et dont la copie ne sera pas transmise aux parents. Donc ça permet aussi de protéger l'enfant. Et effectivement, le juge ou le psychologue qui va auditionner l'enfant va tout faire en principe pour que l'enfant se sente en sécurité, se sente en confiance et qu'on n'ait pas et on ne lui posera jamais la question, «Alors, qui tu aimes le plus, papa ou maman? Alors avec qui tu veux vivre, papa ou maman? Et est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas maman? Ou est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas papa?» Enfin voilà. C'est un peu normalement, c'est un peu mieux amené pour préserver les enfants. Après, effectivement, il faut faire très attention parce que ça peut nuire déjà à l'autre parent, mais ça peut aussi nuire aux parents qui demandent l'audition puisque, il faut pas que ça se retourne contre lui et que le juge considère que lui, en demandant l'audition, souhaitait instrumentaliser son enfant et donc, Mmh. statue, à son encontre. Donc, c'est très c'est il faut faire très attention, c'est pas une demande qu'on fait souvent, en tout cas, dans mon cabinet, moi je ne le fais que très rarement, parce que je souhaite avant tout préserver les enfants, surtout quand c'est pas une demande qui vient d'eux.
quand c'est une demande qui vient d'eux, évidemment, j'essaye de savoir pourquoi et donc quel est l'objectif et dans quel contexte on se place. Mais dans ce cas-là, oui, si c'est nécessaire et qu'ils le souhaitent, on va pas les en priver. Mais si c'est une demande qui vient plutôt du parent, je préfère, solliciter, par exemple, une expertise médico-psy, ce qui permet d'entendre toute la famille et pas seulement l'enfant. Ce qui permet à un Mmh. professionnel donc d'être désigné, de rencontrer les parents seuls, de rencontrer les parents individuellement avec l'enfant et donc d'avoir une approche un peu plus globale et afin encore une fois de préserver l'enfant, dans sa parole et heu et de pas le positionner en en enfant, décideur. De toute façon, ce n'est jamais l'enfant qui décide quoi que ce soit, même s'il est entendu par le juge n'est pas obligé de statuer, selon ce que l'enfant a demandé. C'est simplement un avis, une consultation. Voilà. Ouais. Oui, d'accord, donc vous aussi, vous voyez bien, que c'est pas, si simple que ça, enfin, en tout cas, pas pour Oui, les bien sûr, enfants, c'est très difficile. voilà. Puis même les parents qui enregistrent leurs enfants, vous voyez, il y en a beaucoup Mmh. qui Mmh. enregistrent pour montrer que c'est vrai ce qu'ils disent. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué dans les affaires familiales, la preuve est très compliquée à rapporter puisqu'on est par principe dans une sphère, privée et d'autant plus privée qu'elle est intime puisque c'est dans le foyer. Donc souvent, le parent est seul avec l'enfant et l'enfant parle beaucoup mais ensuite, personne ne peut prouver que c'est vrai, à part une attestation si l'enfant parle aussi avec d'autres personnes. Mais malheureusement, le corps enseignant refuse de faire toute attestation, les médecins également. Donc c'est très, très limité et parfois, oui, les parents m'amènent des enregistrements en disant: «Vous voyez, vous entendez, il parle, il dit qu'il est pas bien et cetera». Mais c'est à double tranchant ces enregistrements puisque un juge peut très bien répondre: «Mais pourquoi vous l'enregistrez? Qu'est-ce que vous lui avez dit avant pour, en arriver à là?» et Ouais, donc il faut faire très, très attention avec ça, puisque si l'enfant est en souffrance, il faut pas aller trop vite, il faut pas confondre, vitesse et précipitation. C'est vraiment un sujet qu'il faut manier avec délicatesse et avec, réflexion. ouais, et je m'imagine aussi que là, si ce serait une médiation, voilà, ce sera plus facile de parler de tout ça, de faire parler aussi, voilà, enfin, Alors si l'enfant oui, n'est pas dans la médiation par contre. non, mais la maman peut, lors de la médiation, exprimer, voilà, ce que, Bien sûr. notre fille, m'a, heu, m'a dit, Bien sûr, voilà, et ça m'inquiète, voilà, au lieu de le faire, oui. Après, par la c'est parole vrai de que ce que vous disiez ouais, tout à l'heure, ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, parfois les enfants, mentent, en tout cas pas dans une volonté de nuire, mais dans la volonté de faire plaisir. C'est-à-dire que chez le premier parent, ils vont dire: «Oui, c'est toi que je veux voir, c'est toi que j'aime le plus» et ensuite ils vont dire pareil à l'autre. oui, Pour faire plaisir, tout ça, c'est simplement pour faire plaisir, pour, surtout un jeune âge où ils savent s'exprimer, mais ils sont encore petits. Heu et donc c'est parce qu'ils veulent recevoir de l'amour de leurs parents et ils veulent être bien vus de leurs parents. Mais donc les 2 sont là à affirmer que non, elle a dit ça, c'est moi qu'elle aime, c'est avec moi qu'elle veut être et toi, elle t'aime pas, elle veut pas te voir ou il ou elle, hein. Enfin, je dis elle parce que ça m'est arrivé récemment dans un dossier avec une petite fille et c'est pour ça que l'expertise médico-psy a été assez révélatrice puisque en fait, ça a démontré que l'enfant, n'arrivait pas à se positionner, ce qui est tout à fait normal puisqu'il n'en avait pas les outils encore à son âge et qu'il souhaitait simplement bien faire. Mais il ouais, faut faire d'autant plus attention, effectivement et c'est pour ça, encore une fois, qu'on en revient toujours au dialogue entre parents parce que c'est les parents les adultes et c'est à eux de guider l'enfant et pas l'inverse. Voilà mmh, et tant qu'il y a un dialogue qui est maintenu entre les parents,
cette situation arrive beaucoup moins puisque les parents font équipe malgré tout. Ouais. Donc, voilà, là, on comprend aussi que parfois, vous orientez vos clients vers un autre type d'aide ou accompagnement. Bien Là, sûr. c'était dans le cadre de l'audition de l'enfant, par exemple, mais je pense qu'aussi sur le plan psychologique, souvent les avocats me disent que malheureusement, pas aussi accompagner leurs clients sur le plan psychologique et encore moins dans le quotidien, dans les problèmes du quotidien. Et pourtant, leurs clients souvent le demandent. Bien sûr. Mais vous n'avez pas le temps, voilà, je m'imagine. Vous n'avez peut-être pas les compétences non plus pour ce genre de problème. Donc, vous conseillez aussi vos clients d'aller chercher d'autres types d'aide. Oui, alors c'est même pas une question de temps puisque en réalité le temps, en tout cas moi j'essaye d'être toujours le plus disponible pour mes clients puisque je sais que c'est des périodes extrêmement difficiles. Souvent, c'est la première fois qu'ils se retrouvent, face à un avocat, parfois face à un juge. Donc Mmh. c'est nouveau et c'est très dur et surtout c'est leurs enfants, donc c'est toute leur vie. Donc c'est pas une question de temps, mais c'est surtout une question d'outils et de réponses puisque, effectivement, moi je donne un cadre juridique, j'accompagne. Alors bien sûr, après quand c'est de la logique et quand c'est du bon sens, bien sûr on discute et c'est aussi mon rôle de les accompagner pour qu'ils arrivent à prendre leurs décisions, et réfléchir seuls. Mais c'est vrai que parfois, il y a pas de réponse juridique et le juge renvoie lui-même aux parents et à leur bon sens et à une coopération, une collaboration entre eux. Bon, c'est bien de l'écrire, mais encore faut-il l'appliquer et malheureusement, ça, effectivement, ça dépasse mes compétences, et c'est là où, effectivement, je relais à d'autres professionnels qui ont cette expertise, qui connaissent les bonnes méthodes et qui vont pouvoir débloquer parfois la situation très vite. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, en tant qu'avocats, notre mission s'arrête quand le dossier a été plaidé ou quand un accord a été signé. Voilà, ensuite, on n'a plus rien à faire. Et parfois, des clients ont encore besoin d'un accompagnement et que ça soit avant la procédure, pendant ou après. Oui, c'est très important de s'aider avec d'autres professionnels, de s'entourer de professionnels de confiance, puisqu'on me le demande souvent et j'ai plaisir à partager des noms comme le vôtre pour les aider puisque, ils ont besoin d'être accompagnés encore par la suite. C'est comme un régime après la perte de poids, il y a la période de stabilisation, bah là, c'est un peu pareil. Ah oui, oui, effectivement. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup. Voilà, j'espère qu'on pourra aider certains de vos clients peut-être dans le Avec futur. plaisir. Merci encore d'avoir participé, d'avoir répondu à mes questions. Alors, je m'adresse de nouveau à vous, les parents. Donc, je vous invite à consulter notre site internet, www.sosparentsindistress.com. N'hésitez pas de nous contacter. Il y a un formulaire de contact sur notre site. Vous pourrez aussi prendre un rendez-vous directement sur le site pour faire ce premier entretien, état de lieu, qui est donc gratuit et qui ne vous engage à rien. Voilà, donc n'ayez pas peur. Je vous souhaite beaucoup de courage et du bonheur, surtout avec vos enfants. Merci encore, Marine Kaplan, Avec et plaisir. à bientôt peut-être. À bientôt. Au revoir. Au revoir.